Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'École du Futur. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Journaliste reconnu pour son travail de terrain, Charles Villa s'est fait une place à part dans le paysage médiatique. À travers ses reportages et documentaires, il raconte l'actualité telle qu'il la vit au cœur des zones de tension, comme auprès de ceux que l'on entend rarement. C'est notre influenceur du jour. Et puis quand elle est sur ce plateau, elle vient toujours avec une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus, bonjour. Bonjour. Quel est le sujet de votre chronique aujourd'hui ? Je vais vous parler de l'IA générative de la rentrée, signée Google. Elle s'appelle Nano Banana. Et oui, mais il ne faut pas se fier à son joli petit nom parce qu'elle risque bien de révolutionner tout le secteur de la production et du traitement de l'image. Bon, on a hâte que vous nous parliez de tout ça. Et notre sujet du jour, à l'heure où les écoles digitalisent massivement, l'accessibilité numérique devient un enjeu central. Alors comment garantir que chaque élève, qu'il soit malvoyant, dyslexique ou simplement gêné par une interface complexe, puisse apprendre dans les mêmes conditions? Après la condamnation historique de l'État pour l'inaccessibilité de son logiciel Pronote et avec l'arrivée des nouvelles obligations européennes, l'école et le web français, de manière générale, doivent rattraper leur retard. Alors comment faire de la technologie un outil d'inclusion et non d'exclusion? C'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui avec notre invité Géry Journeau, cofondateur d'Accessiway France. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci pour votre invitation. C'est moi. On va creuser ce sujet d'importance ensemble. Mais d'abord, place au focus. Journaliste, reporter de guerre, réalisateur, Charles Villa couvre l'actualité à travers le globe par ses reportages. Il raconte en images les zones les plus à risque sur sa chaîne YouTube. Il propose une véritable immersion au cœur de l'information. Il est notre focus du jour, signé Dylan Kohler. Dans un monde où l'information est souvent fragmentée, rares sont les hommes qui tentent d'explorer les vérités en racontant des histoires qui ont du sens. Pourtant, c'est la mission que s'est donnée Charles Villa, journaliste, reporter et réalisateur. Sur sa chaîne YouTube, le Français plonge au cœur de l'actualité. Des crises humanitaires aux réalités sociales méconnues, il n'hésite pas à se rendre sur le terrain, là où les défis sont les plus dangereux. Syrie, Mexique, Ukraine, Congo, une immersion totale dans des vies marquées par un environnement à risque. En octobre 2021, pas loin des côtes californiennes, il y a un pipeline d'une compagnie pétrolière qui a eu une fuite et ça a déversé des centaines de milliers de litres de pétrole dans l'océan. Le 15 janvier dernier, au Pérou, il y a des milliers de barils de pétrole qui ont aussi fini dans le Pacifique. Bref, je ne vais pas le faire ici parce que je pourrais continuer cette liste pendant longtemps, mais ces marées noires, elles ont un impact catastrophique sur les écosystèmes sous-marins. Charles n'est pas de ceux qui se contentent de relater des faits. Lui, il préfère les vivre. En interrogeant des victimes de conflits ou en rencontrant des acteurs de changement, il nous entraîne ainsi dans ses reportages aussi bien informatifs que profondément humains. Aujourd'hui, près de 640 000 personnes le suivent avec passion et intérêt, créant un véritable dialogue autour de ses vidéos. Selon lui, chaque chiffre et chaque fait cache une quantité d'histoires humaines qui méritent d'être entendues. Alors si vous êtes prêt à explorer le monde sous un nouveau jour, à remettre en question vos certitudes et à découvrir des récits puissants, nul doute que son travail saura vous intéresser. Une immersion totale au cœur de l'actualité. On parle souvent du numérique comme d'un formidable outil de démocratisation du savoir, mais encore faut-il qu'il soit accessible à tous. Or, aujourd'hui, selon plusieurs études, au moins 98% des sites web restent inaccessibles à une partie de la population. Et si cette exclusion numérique touche déjà le quotidien, ses effets sont encore plus marquants lorsqu'elle s'invite à l'école. Alors, comment construire un numérique qui n'exclut plus personne? On en parle avec mon invité dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Géry Journeau, vous êtes cofondateur et aujourd'hui vous dirigez Accessiway France. Alors, avant toute chose, qu'entend-on exactement lorsque l'on parle d'accessibilité numérique? L'accessibilité numérique, elle a une définition, c'est de se dire qu'il faut que tous les supports numériques et services soient accessibles à tous et spécifiquement aux personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire tout simplement, si on prend l'exemple de l'école, est-ce qu'un élève a accès aux informations liées à son école, est-ce qu'il peut s'inscrire à un cours, etc. C'est vraiment le b à bas et simplement de se dire est-ce que l'information est à sa disposition ou pas. Alors, c'est une question qui peut paraître peut-être finalement
presque bête, enfantine. Pourquoi l'accessibilité du web, aujourd'hui, elle est devenue un enjeu majeur de notre société? Alors, déjà, c'est une question hyper intéressante et il faut savoir que le sujet de l'accessibilité a été créé pratiquement, ou en tout cas a été lancé au moment même de la création du web. C'est la même équipe, le W3C, qui a directement, en fait, dès le lancement du web, a commencé à proposer aussi des solutions. Effectivement, entre ça et aujourd'hui, il y a énormément de temps qui s'est mis en place. Et en plus de ça, le sujet en France, il a démarré donc à travers la loi handicap de 2005, et puis avec différents échelonnements, avec différentes dates. Et on va dire qu'il y a une forte accélération dans les années 2015, et qui ont demandé justement à faire bouger les choses avec différentes réglementations. Maintenant, il y a différentes raisons spécifiques à la lenteur où ça a été un peu mis en place. Il y a eu une lourdeur administrative, une méconnaissance du sujet, et aussi, à un moment, un problème de formation. Et que souvent, les développeurs d'hier n'avaient pas, ou les créateurs de contenu d'hier, ou les graphistes n'avaient pas forcément reçu une formation liée à l'accessibilité numérique et n'ont pas intégré ça dans leurs réflexes et dans leur processus du quotidien. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un effort important à faire sur le fait de rattraper ce sujet et d'inculquer. Beaucoup disent que rendre un site ou une plateforme accessible, ça a un coût trop important. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe, au-delà des problèmes, bien évidemment, de formation que vous venez d'évoquer? Alors, aujourd'hui, les vraies barrières, effectivement, ça peut être, ça dépend de la taille, ça dépend de la disposition et de la taille de l'écosystème digital de l'entreprise ou de l'école. Mais par exemple, aujourd'hui, rendre conforme et accessible un site web, un petit WordPress de quelques pages, on est sur quelques centaines, voire 1 ou 2 milliers d'euros maximum, jusqu'à après des dispositifs beaucoup plus importants si on va sur des intranets, des solutions sur mesure. Donc, ça va vraiment entre 1 000 à 5 000 euros. Donc, c'est pas non plus sur des choses qui soient normalement extrêmement bloquantes, on trouve toujours des solutions. Alors d'une année sur l'autre, en fonction des études, de la portée de la définition qu'on donne au handicap, les chiffres ne sont jamais tout à fait les mêmes, mais on estime à peu près qu'un Français sur 10 est en situation de handicap, ce qui représente quand même une part significative de la population. Pourtant, on peut quand même se demander, est-ce que l'accessibilité, elle profite seulement à ces personnes, ou bien finalement de modifier la conception des sites, ça profite à tout le monde? Si on prend l'exemple de l'accessibilité physique, par exemple, vous êtes au pied d'un hôtel, il y a quelques marches, par accessibilité, on va proposer une rampe. Cette rampe-là, elle va bénéficier évidemment aux personnes en fauteuil, mais pas que. Une personne qui va avoir une poussette, une personne qui va avoir des valises, etc., va pouvoir aussi en bénéficier et éviter de monter les marches ou de porter de cette façon. Sur l'accessibilité numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin, si un site est bien accessible, tout le monde est gagnant. Au-delà même de l'utilisateur, peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard, je pense, mais pour l'organisme qui fait le choix de faire cela, il faut se dire deux choses. D'une, l'aveugle le plus connu du web, il s'appelle Google. Donc un site qui se veut bien accessible, c'est un site qui est bien renseigné. C'est un site sur lequel Google va bien lire, ou en tout cas va pouvoir bien se nourrir, donc un site qui sera mieux référencé. Et un message accessible, ce sera un message clair. Et un message clair, c'est un message qui est mieux reçu. Alors sur le référencement, finalement, si tous les sites finissent par être accessibles, comment trouver sa place dans le référencement? Ce sera un des éléments en tout cas, mais aujourd'hui on sait que Google, par exemple, met en avant de plus en plus les sites accessibles pour promouvoir aussi cela, à même titre qu'un site éco-responsable ou autre. Aujourd'hui, quels sont les outils technologiques qui aident déjà justement à rendre le web plus inclusif? Alors, il va avoir, au-delà de la formation, il va avoir différents types de solutions basées sur l'IA. Nous, on en propose, qui vont permettre très simplement en fait, de proposer par exemple une surcouche, c'est-à-dire qu'on va analyser le code du site et se calquer dessus et va permettre en fait, de rajouter des fonctionnalités et optimiser l'accessibilité numérique d'un site web en quelques clics tout simplement. C'est-à-dire qu'on va vraiment, l'IA va se balayer et scanner tout le code, tous les composants, et là où elle détecte qu'elle peut optimiser ou améliorer, elle va rajouter ces fonctionnalités. Et en parallèle, ça va offrir à l'utilisateur une personnalisation sur le site, de le rendre presque sur mesure. Je suis daltonien, j'ai un problème de typo, j'ai un problème, j'ai oublié mes lunettes. Est-ce que je peux facilement, sans avoir à appeler l'entreprise pour modifier tout le site web, en quelques clics, je peux l'adapter et rendre le site beaucoup plus simplement. Alors, vous l'avez évoqué rapidement en tout début d'émission. En 2005, la loi handicap a posé l'obligation d'accessibilité pour les services publics numériques. 20 ans plus tard, pourquoi cette obligation n'est toujours pas appliquée de manière égale, y compris sur des sites du service public? Il y a beaucoup de raisons.
On va dire que la grande barrière aujourd'hui, pour moi, à titre personnel, il est double. Le premier, c'est que c'est un sujet qui est sensible. Les gens, quand ils entendent parler de le terme handicap, il y a tout de suite soit une retenue qui s'installe. On a peur de ce sujet, on ne veut pas y mettre, ça reste un peu un tabou de société, et donc on met un peu de côté. En plus de cela, sans se rendre compte réellement, on ne va pas se dire, tiens, ça va être un sujet qui va rapporter directement de l'argent ou d'investissement facilement quantifiable, comme une campagne SEO, etc. Donc, et en plus de ça, par manque de formation, par moment, il peut avoir aussi un sujet qui fait que ça ne le rend pas le plus prioritaire. Mais entre-temps, et ça c'est tant mieux, il y a eu beaucoup d'évolutions et dans le bon sens. Alors oui, grâce aux obligations aussi qui ont poussé et aux restrictions. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un sujet, un vrai levier pour les entreprises et pour les écoles en tout cas, de parler de ce sujet, de le promouvoir. On voit sur le marché aujourd'hui que le RSE prend une place de plus en plus importante. Et aujourd'hui, tout simplement, si un PDF, si vous faites un rapport RSE d'une entreprise, admettons côté en bourse, etc., et que celui-ci, on veut promouvoir l'inclusion, le handicap, et c'est des choses formidables, mais que ce PDF-là n'est pas du tout accessible ou que le site web n'est pas accessible pour la personne, effectivement, ça crée un petit trou dans la raquette. Donc c'est vrai que c'est dans la continuité aujourd'hui des choses, donc ça va vraiment grandement dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais bon, comme je le disais aujourd'hui, malheureusement, il y a encore un gros problème au niveau de l'accessibilité. Pourtant, ces entreprises, elles s'exposent à des sanctions. Quelles sont-elles ? Alors aujourd'hui, elles sont doubles. La première, elles vont être finies. Alors, qui aujourd'hui est concerné par la réglementation ? Il y a deux choses. Les entreprises publiques, d'accord ? Donc tout ce qui va être mairie, commune, université. Et il va avoir les entreprises soit qui réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit alors les entreprises qui proposent des types de services web, type e-commerce, banque, assurance, etc., communication par exemple. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande de faire pour pouvoir il faut pouvoir être conforme, c'est-à-dire faire les actions nécessaires pour être sûr que son site ne soit pas inaccessible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gommer, vérifier si le site est bien accessible et surtout afficher tout cela et son état sur son site web via une déclaration. C'est important de pouvoir afficher cette déclaration parce que ça va être le point de départ de votre démarche. Donc, pour répondre à ça, sur la sanction, elle est double. Elle peut être financière, elle peut aller à partir de 50 000 euros si jamais une entreprise ne publie pas, par exemple, sa déclaration, une entreprise publique. Ça va jusqu'à 25 000 euros pour une entreprise privée. Et par exemple, un groupe d'écoles, par exemple, qui a un gros site et avec plusieurs écoles, une fois au-delà de cette amende de 25 000 euros, on peut avoir jusqu'à 7 500 euros d'amende supplémentaire par entité et par site web. Donc si on met bout à bout, c'est vrai que le montant peut aller jusqu'à presque 300 000 euros. Donc ça fait... Est-ce que c'est appliqué ou pas, ou est-ce que ce sont juste des sanctions encore un peu théoriques ? Aujourd'hui, on va dire que les sanctions, au-delà de la première sanction qu'il y a eu pour Pronote, à l'échelle européenne, c'est des choses qui sont encore nouvelles, pour être tout à fait honnête. La meilleure des sanctions, pour moi, c'est la plus dangereuse. C'est pas forcément celle qui est financière, parce que souvent elle est assez épongée par ces types d'entreprises qui sont importantes. C'est en termes de notoriété et de valeur. Et aujourd'hui, un bad buzz, un tweet, une personne qui n'arrive pas à se connecter parce qu'elle est handicapée et qu'elle n'arrive pas et qu'on se dit une société moderne, etc. Pour moi, c'est là le plus important. Mais par exemple, sur d'autres marchés, surtout US par exemple, aujourd'hui, les sanctions pleuvent. Et que c'est important et on va tendre à cela. Pour vous donner simplement un titre d'information, depuis le 28 juin, il y a déjà eu une quinzaine d'entreprises qui ont été, où des plaintes ont été déposées par rapport à ça. Donc on va plutôt dans le bon sens. Je vous propose de marquer une courte pause dans nos échanges et pour ce faire, je vous propose de faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Ojo, be careful, que ya llegué.
You want to start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Take a step into the heaven. Look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Géry Journeau, directeur général et cofondateur d'Accessiway France. On poursuit nos échanges dans un instant sur ce sujet capital qu'est l'accessibilité numérique. C'est juste après la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, en cette rentrée, vous nous proposez de parler des nouveautés de l'été en matière d'IA générative d'images développée par Google et plus particulièrement son IA nommée Nano Banana. Alors, vous l'avez dit en introduction de l'émission, il ne faut pas se fier à son petit nom enfantin. Cette IA pourrait bien bouleverser tout le milieu de la production et du traitement des images. Oui, absolument. Sur X, X, ancien Twitter, TikTok et consorts, eh bien, une annonce fait consensus. Photoshop est amené et condamné à mourir. Et ça pourrait aussi bien concerner eh bien, la photographie à part entière. Le coupable est né un 26 août 2025, quand Google présentait au monde Nano Banana, donc la nouvelle mise à jour de Gemini 2.5 Flash Image. Donc le nom est bien plus simple à retenir quand on l'appelle Nano Banana. À droite, on voyait sur l'image eh bien, la petite blague du DG de DeepMind, avec une sorte de petite souche de banane miniature de Mia Asabi, donc le DG de DeepMind. Alors, simple mise à jour ou révolution, la question se pose quand on voit par exemple les exemples. Eh bien, on peut changer, on le voit ici, l'expression, exécuter le miracle de faire sourire Billie Eilish. À droite, on voit Sundar Pichai, le PDG de Google, dans 2 salles, 2 ambiances. Et le grand progrès qui fascine la toile, eh bien, c'est le fait de garder un même sujet, une même identité de sujet pour eh bien, des expressions, des positions différentes et aussi des décors différents. Est-ce que c'est mieux que ChatGPT ou Midjourney, les autres acteurs du domaine? Alors, j'ai comparé justement Nano Banana et ChatGPT. J'ai pris une simple photo de moi, prise cet été, et j'ai demandé eh bien, à Nano Banana, dans un premier temps, de me présenter en jouant au basket dans un stade. Alors, ça a donné cette chose-là. Voilà, on change la tenue, mais on garde à peu près le visage. C'est quand même pas mal. Et j'ai demandé aussi à ChatGPT de faire exactement, de répondre à la même invite. Alors, ça a donné autre chose. On le voit pas là parce que c'est en petit, mais la tête est vraiment ignoblissime, comme si ChatGPT voulait que je le haïsse et que je choisisse tout de suite Nano Banana. Nano Banana, ça a proposé l'image en 9,1 secondes. Ça a été beaucoup plus long pour ChatGPT, qui a un peu ramé. En fait, si vous voulez, Nano Banana, donc c'est plus agile. C'est aussi, si ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est très agile sur téléphone portable. Donc il s'agit d'une hyper puissante IA de poche. Et donc, c'est plus performant et plus rapide. Alors, vous parliez de bouleversements qui toucheraient tout le domaine de la création visuelle. Qu'est-ce que ça donnerait en matière de possibilités dans le monde professionnel? Alors, au même titre que les autres IA génératives, mais celle-ci va encore plus loin, Nano Banana, c'est une bascule technique qui peut être comparée eh bien, à l'arrivée de Photoshop dans les années 90 ou à l'explosion du numérique dans les années 2000. Alors, ça va avoir des implications sur les métiers liés à la photographie, liés aux médias. On passe aussi par le design, l'architecture, évidemment sans parler du marketing. Alors si on prend par exemple l'architecture, on peut voir ici sur ces images, à gauche en haut, on voit une visualisation IA d'Igloo à partir du simple petit plan dessiné en perspective à gauche. En bas, on voit une photo d'immeuble prise dans la nuit.
et ça donne une élévation grâce à l'IA Nano Banana juste à côté. Et encore à droite, en haut, on peut voir une IA qui peut générer différentes vues d'un même objet, d'en bas, d'en haut, de droite, de gauche. Et quant au marketing, ça bouscule totalement les codes et totalement le milieu. On va mettre un objet, par exemple, on va l'associer à un décor, à des personnages, comme on mettrait des ingrédients dans une salade, et hop, le tour est joué. On a autant de variations possibles. Et donc, en fait, existent les lieux différents, existe le set design. C'est une révolution absolument totale, un gain de rapidité délirant. Alors, est-ce qu'il existe des prévisions précises pour ces secteurs et les changements qui vont le traverser? Alors, dans une étude qui porte sur le distributeur de mode en ligne Zalando, qui a été exécutée par Reuters, l'agence de presse britannique, Reuters donc parle d'un gain de 90% sur les coûts de production des images. Donc, c'est absolument énorme. La durée de production des images, elle passerait de 6 à 8 semaines de travail à 3 à 4 jours seulement. Donc c'est un gain économique, un gain de productivité, un gain de temps aussi qui sont absolument décisifs. Et en 2023, pour citer un autre exemple, 2023, ce qui est à peu près le Moyen-Âge pour le domaine de l'IA, Geeknux parle de 40% de temps gagné en retouche photo. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'avec les progrès récents, ça va doubler, voire plus. En tout cas, pour ce qui est des emplois, pour ce qui est de la menace des emplois, on parle actuellement d'une dizaine de pourcents d'emplois menacés, ce qui n'est pas énorme vis-à-vis justement de cette révolution, parce que aussi, ça prend en compte le fait que cette vague va s'accompagner d'une multiplication, d'une augmentation de la production d'images, donc plus de production, plus de travail. Alors, conclusion, c'est Google qui se hausse en tête de peloton en matière d'IA générative. En tout cas, ça a été particulièrement le cas cet été. Le géant californien a été extrêmement active. Et on l'a vu, par exemple, donc l'introduction de d'une IA très fine. Enfin, on l'a pas vu d'ailleurs, mais il y a introduction d'une IA très fine sur Pixel 10, le téléphone donc de Google, Nano Banana, fin août, on en parle. Et en termes de génération de vidéos, j'en ai déjà parlé sur ce plateau, VO3 a été créé et sorti en mai de cette année. Et grâce à cette tech, les internautes, les publicitaires ont accès à un véritable petit studio de cinéma miniature. Ça rejoue les codes, les classiques de la technique cinématographique. On peut par exemple voir ici un travelling classique où un coureur peut se transformer en Elisabeth II en un claquement de doigts. Ici, Ryan Gosling dans Barbie va donner ses traits à ceux de Donald Trump, charmant. Une pub Ikea, là, commence avec le studio blanc du photographe pour créer un halo électrique qui ouvre sur un intérieur typiquement scandinave. Bref, dans chacun des exemples qu'on a vus ici, les transitions sont particulièrement inventives et travaillées. C'est souvent le cas, le rythme hyper rapide à chaque fois. Et qui dit production rapide dit production d'une viralité aussi plus rapide. Et cette viralité, les marques en ont pris compte. Dans la campagne, par exemple, d'IM8. IM8, c'est le compliment alimentaire créé par David Beckham. Il y a eu aussi une campagne qui a été faite grâce à l'IA. Et en fait, la puissance de ces IA s'applique à la puissance du sport ici et de la mécanique. Et elle va évidemment faire rayonner la puissance du produit, ce mélange protéiné proposé par IM8. En 2 jours, la vidéo, elle a cumulé 120 millions de vues. Donc, c'est absolument délirant. Il faut absolument suivre cette tendance. Et aussi, on le voyait sur cette photo, les prompts aujourd'hui sont généralement donnés au public. Donc, il faut vite apprendre pour ne pas ensuite être dépassé par le progrès absolument délirant de ces IA. Bon, le progrès qui va se poursuivre, on l'imagine. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. Vous restez avec nous, bien sûr, puisqu'il est temps de reprendre nos discussions là où nous les avons laissées. C'est tout de suite dans la seconde partie du Talk. Alors, dans la première partie d'émission, avec mon invité Géry Journeau, cofondateur et DG d'Accessiway France, on a parlé de l'accessibilité numérique sur le web. Maintenant, plutôt tout de suite, je vous propose de parler de l'école et de l'accessibilité justement des sites de l'éducation nationale. Est-ce que le cas de l'école, justement, en termes d'accessibilité numérique, il est plus préoccupant que dans d'autres secteurs? Plus préoccupant, non. Plus important, peut-être, sans doute. Et en plus, à partir de cela aussi, on constate que les écoles sont plutôt des bons acteurs.
Et on observe une bonne tendance, en tout cas une bonne volonté. Donc ça, en tout cas, ce n'est que positif pour la suite. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. En 2024, vous l'avez dit là aussi, l'État français a été condamné pour l'inaccessibilité d'un de ses logiciels, Pronote. On en est où justement dans le système éducatif français un an plus tard? Est-ce que ça a eu des répercussions, ce jugement, peut-être? Ou pas encore? C'est peut-être trop précoce. C'est encore un petit peu précoce, mais néanmoins, on va dire que ça a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière et surtout au niveau de toute la partie éducative. Donc oui, les universités, il y a eu une vraie école et université, il y a eu aussi une vraie répercussion, une volonté aussi de pouvoir anticiper et éviter de se retrouver dans la même situation demain. Alors là, c'était du côté des élèves, j'ai envie de dire, mais l'accessibilité numérique, elle concerne aussi les enseignants. En quoi un outil mal conçu peut compliquer leur travail au quotidien ? Tout simplement, aujourd'hui, si jamais ils n'ont pas les bons outils à leur disposition, un planning, un projet pédagogique, des outils, bref, tout cela qui ne sont pas disponibles, une personne, on peut être très bien enseignant en situation de handicap. Par rappel, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, il se trouve peut-être que dans mon passé, j'ai peut-être eu aussi des professeurs qui étaient en situation qui étaient handicapés sans le savoir. Donc, c'est aussi à l'école, à même titre qu'une entreprise, de fournir les bons éléments, les bons outils, et que cela soit bien adapté à chacun, tout simplement. Alors justement, en parlant d'outils mis à disposition, quels seraient les gestes simples que n'importe quel créateur de site ou d'application pourrait mettre en place dès demain ? Déjà, la première chose, c'est de se dire, la création d'un site web, d'un contenu numérique, on l'a toujours pensé pour un prisme classique, d'accord ? C'est-à-dire limite nos yeux pour tout le monde. Mais simplement de se poser la bonne question, je lance un nouveau site pour une école, est-ce qu'un élève non-voyant peut postuler à cette école ? Juste à répondre à cette question, le fait de pouvoir y répondre, ça va les faire poser des questions à différents membres de l'équipe. Et rien que cela, déjà, ça va permettre d'éveiller des consciences et aussi attirer des curiosités et apporter de l'amélioration indirectement. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est éveiller les consciences et de se dire que le web ou le digital tel qu'on le conçoit, il existe d'un autre prisme. Et en fait, c'est ce prisme-là qui va ouvrir qui va ouvrir le champ des possibles. Moi, j'ai une question. C'est quel ministère ou quelle institution est chargée de faire appliquer ces mesures Alors, en France, on a un référentiel qui s'appelle le RGA, qui est sous la DINUB, la Direction interministérielle du numérique. Et aujourd'hui, c'est aussi l'ARCOM. Entre autres, il y a différents organismes de contrôle. Après, ça va dépendre par différents organismes. Par exemple, la Banque de France va contrôler les banques, etc. Mais en tout cas, c'est sous l'ARCOM et sous la DINUB principalement qui sont organisés pour gérer et contrôler. Là, on a parlé essentiellement des sites web, mais est-ce que vous voyez une différence sur le travail fait sur l'accessibilité entre les sites web et les applications? Est-ce que les applications sont pensées peut-être pour être plus inclusives que les sites web? Alors, en tout cas, le travail demandé est le même. D'accord ? Donc, on doit pouvoir rendre conforme et travailler l'accessibilité d'un site et d'une application. On va dire que les applications, elles ont un petit avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que Apple ou Google ou autres ont aussi énormément avancé et facilitent aussi la démocratisation de l'accessibilité numérique. Donc si jamais vous avez déjà votre iPhone que vous utilisez, vous avez déjà vos pré-réglages, vous n'avez qu'à voir autour de notre entourage, il y a beaucoup aujourd'hui qui utilisent, ça s'est énormément démocratisé d'avoir des polices plus grandes, c'est plus un problème aujourd'hui, tout le monde l'a, en tout cas c'est plus un effet de curiosité, tout le monde l'a. Ça fait que ça va permettre en fait de offrir sur les applications mobiles, en tout cas une personne handicapée, elle a déjà, on va dire, un écosystème qui se veut être un peu plus accessible. Maintenant, tout le travail de l'éditeur ou de l'école, c'est d'être certaine que le site web ou l'application soit bien compatible, ou en tout cas puisse bien répondre avec toute cette fonctionnalité d'accessibilité qui va être offerte par les grands éditeurs. Alors justement, à propos de la conception justement de ces outils, tout à l'heure vous le rappeliez que peut-être qu'il y avait un problème essentiellement de formation des personnes qui créent ces applications ou ces sites. Très certainement qu'on gagnerait surtout à inclure finalement les personnes en situation de handicap elles-mêmes dans des postes de développeurs. Est-ce que chez Accessibly, c'est justement quelque chose sur lequel vous travaillez, le fait d'encourager la formation et l'embauche de développeurs en situation de handicap? Oui, tout à fait. Sur cette partie-là, la formation fait partie aujourd'hui de nos services. Donc on fait énormément de sensibilisation, que ce soit en entreprise, former les équipes aussi, former les développeurs, former des créateurs de contenu, mais aussi former une équipe de marketing. C'est important parce que l'enjeu du marketing est très important aujourd'hui aussi pour les écoles, parce qu'il y a un effet aussi de... il faut recruter, il faut aller faire parler de son école, donc ça c'est aussi important. Et parler de handicap, il y a aussi certains codes, quel lexique, comment en parler, quels sont mes chiffres, comment le faire, à quel moment, etc. Donc tout ça fait partie évidemment de ces travaux qu'on doit mettre en place et qu'on pousse après.
Concernant après l'intégration d'une personne, de travail avec des personnes handicapées, cela pour nous n'a pas de tabou ou autre, ça fait partie clairement. On a énormément de personnes qui se travaillent avec nous, qui sont handicapées, mais pour nous ça ne change rien à ce niveau-là. Ce n'est pas sur ces critères-là qu'on va recruter une personne, mais sur ses compétences et être sûr que ces compétences soient dans les meilleures dispositions. C'est ça notre principal objectif. Bon, ce qu'on retiendra de cette interview, c'est que finalement, même si on a encore un peu de retard sur l'accessibilité, les choses vont dans le bon sens. Il existe des acteurs comme vous pour accélérer encore un petit peu plus les choses. Merci d'avoir été avec nous, Jerry Journeau. Je rappelle, cofondateur d'Accessiway France. Merci aussi à Jeanne Dreyfus. On vous retrouve pour de nouvelles chroniques très très vite. Merci également aux équipes en régie et à Dylan Kohler, dont c'était la dernière émission aujourd'hui, qui a fourni un travail de qualité et que l'on va certainement regretter au cours des prochaines semaines et mois. Et surtout, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dès demain, même heure, même endroit sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.